I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Salut à tous, c'est Stexar et bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu avis. Un peu comme j'ai fait pour le handball, mais sans que ce soit du sport, vraiment un avis développé. Ce sera un peu plus un avis subjectif je crois, enfin mon propre avis à moi. Donc je vais vous exposer mon top 10 des acteurs qui m'ont le plus marqué, le plus frappé sur une seule série, un seul film. Enfin vraiment des acteurs coup de cœur que j'ai eu. Il y aura des hommes comme des femmes. Plus tard, si ce format vous plaît, je ferai mon top 10 des acteurs masculins et féminins, mais avec tous les acteurs. Est-ce que je suis contenté d'un certain type d'acteur? Je suis contenté d'acteurs un peu moins connus quand même. C'est-à-dire que Robert Downey Jr. qui a un énorme bagage cinématographique, c'est-à-dire qu'entre Sherlock Holmes, Captain America, Iron Man, Avengers, il a vraiment beaucoup de films à son actif et beaucoup de célébrités. Johnny Depp pareil. Ces acteurs-là, je vais pas les mettre dans le top 10. Je vais vraiment mettre des acteurs qui sont un peu moins connus. Bon, ils sont quand même assez connus quand je vois les noms, mais j'ai une liste sous les yeux. Enfin, j'ai ma liste sous les yeux que j'ai préparée pour vous. Mais c'est quand même des acteurs un petit peu moins connus. Certains vous les connaîtrez peut-être pas. Et j'espère, avec ça, vous donner envie de voir les films, de regarder un petit peu les acteurs jouer. Et donc, sur ce, je vais commencer tout de suite avec le numéro 10. Juste une petite intro, une petite intervention de ma voix. C'est pour vous prévenir que désolé si je fais des bruits de bouche à certains moments, désolé si le micro grésille, si ma voix est trop forte, trop faible, enfin tout ça quoi. C'est parce que mon micro est nouveau, du coup il faut tant que je le règle, que je l'accorde bien, tout ça. Parce que je suis pas encore complètement à l'aise, j'ai encore un petit peu de stress quand je parle, je suis pas encore complètement à l'aise, je bégaye. Mais ça c'est normal, je suis une nature assez timide et réservée, du coup quand parler comme ça me fait toujours un peu bizarre. Donc désolé quand même, essayez de pas trop y prêter attention s'il vous plaît, prêtez-vous plutôt attention sur ce que je dis en fait, sur le contenu de la vidéo. Et j'espère quand même que ça va vous plaire, et sur ce je vous dis bon visionnage. Donc à la place numéro 10 de ce classement, on va commencer tout de suite avec Dylan O'Brien. Donc Dylan O'Brien qui a joué, je vais pas tout vous citer, je vais pas citer tous les films de chaque acteur, ce serait trop long. Parce que la plupart ont quand même pas mal de films à leur actif, pas toujours très connus. Donc Dylan O'Brien a joué dans Teen Wolf, la série, que je n'ai pas vu du tout. Et dans Labyrinthe, les 3 films évidemment. Donc Labyrinthe, c'était un risque à tourner, et je vais vous en parler après pourquoi. Mais ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, parce qu'il a vraiment, je trouve, joué très bien Thomas dedans. Donc, déjà Labyrinthe, c'est un de ces films qui sont adaptés de livres. Les livres sont de James Dashner, et comme pour Harry Potter, c'était un risque de les refaire au cinéma parce que ça pouvait ne pas du tout coller et être ridicule. Par chance, le film a été vraiment super bien réalisé. Il y a toujours des écarts, comparé au scénario de base, il y a des gros écarts. Je vais pas vous le cacher, je vais pas vous en dire plus. Il y a des écarts, il y a des choses très similaires, je vous en dirai pas plus sinon c'est du spoil. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que Thomas, dans le film, donc Dylan O'Brien, c'est vraiment l'acteur que moi j'imaginais en lisant le livre avant de voir le film. Un peu comme pour Harry Potter en fait. Daniel Radcliffe a vraiment été très bon en tant qu'Harry Potter, comme Dylan O'Brien a été très bon en tant que Thomas. Donc c'est vraiment ces acteurs qui ont été coup de cœur, parce qu'ils ont un très bon jeu d'acting. Sinon ils n'auraient pas été pris, ça c'est sûr. Mais c'était naturel, vraiment très naturel. Et surtout parce que au fur et à mesure des films Labyrinthe, parce qu'il y en a eu 3, c'était de mieux en mieux, vraiment. Parce qu'à côté on pouvait aussi voir sur YouTube beaucoup de bloopers, de coulisses sur ces films là qui étaient très agréables à regarder, parce qu'on voit que les acteurs vraiment ils se prenaient pas la tête, et ça donne encore plus envie de voir un film. Quand un acteur se prend pas la tête, on a vraiment envie de s'attacher à lui. Et là Dylan O'Brien a fait un très bon travail, parce qu'il était très naturel, il se prenait pas la tête, il était il était vraiment à l'aise quoi. Et donc je pense vraiment que pour une reprise de livre, Dylan O'Brien était le choix parfait, et c'est pour ça que je le mets en position numéro 10 des acteurs coup de cœur que j'ai eu. A la place numéro 9 de ce classement, on retrouve Anthony Mackie. Anthony Mackie est l'acteur de Sam Wilson, alias le Faucon, dans Avengers et Captain America. Alors, c'est vraiment un acteur que j'ai trouvé excellent. Et je pense que c'est vraiment, il y a totalement sa place dans ce top 10.
ce qui m'a vraiment marqué, il a vraiment joué le personnage à la perfection. Je pense que c'est Sam Wilson, hein. Si j'ai fait une erreur, me reprenez dans les commentaires, mais je pense que c'est Sam Wilson, le nom du faucon. Il a vraiment joué un excellent rôle, un excellent travail, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus, il a fait un excellent boulot. Il a repris le personnage d'une façon exemplaire. C'est un personnage vraiment très peu connu, pour ceux qui suivent pas les comics, mais il est arrivé comme ça un peu d'un coup dans la série, dans Captain America Winter Soldier, je crois, donc le soldat de l'hiver, pardon. Et vraiment, c'est un acteur qui a imposé sa marque, imposé son style, et qui malheureusement, il n'est pas plus dans ce classement, et je l'aurais volontiers mis plus haut, parce qu'il a un rôle très très secondaire. C'est-à-dire qu'il est toujours derrière le Captain America, il est toujours derrière un Avengers. Et malheureusement, ben, ce manque de visibilité, le fait qu'il n'est que 9ème dans ce classement, mais c'est un personnage qui est très important. Et j'espère que dans Captain America, Avengers Endgame, c'est le prochain qui va sortir, le dernier je crois d'Avengers, enfin pas le dernier Avengers, mais le dernier avec le trio Thor, Iron Man et Captain America. J'espère vraiment qu'il aura un rôle plus important, ou voire même qu'il aura son propre film à l'avenir, parce que c'est vraiment une énorme piste à fouiller. Comme on a vu Ant-Man, c'était une grosse piste à fouiller, ça a bien marché. Je pense que le Faucon, ça va aussi très bien marcher, il faut vraiment y aller. Donc dès qu'il aura son propre film ou qu'il aura plus de visibilité, je reverrai mon classement, je ferai un volume 2 et je pense qu'il sera plus haut, mais genre largement. À la 8ème place du classement, nous avons une jeune femme, Alexandra Daddario, j'ai mal lu, qui joue dans beaucoup de films, notamment dans Baywatch et San Andreas et Percy Jackson. Donc premièrement, je vais vous parler de Baywatch et San Andreas, où elle a été vraiment remarquable, parce que malgré le fait que ce soit un rôle pas secondaire, mais un peu comme Sam Wilson pour le Faucon, il manque le rôle, évidemment, je parle de il en parlant du rôle, de visibilité. C'est-à-dire qu'il est très intéressant, il est bien développé, mais le souci c'est qu'il est caché par l'importance que Dwayne Johnson a. C'est-à-dire que dans San Andreas, la star c'est clairement Dwayne Johnson, on va pas se le cacher, c'est lui qui fait tout. Et dans Baywatch, pareil, Dwayne Johnson c'est vraiment le gars, il s'appelle, je crois, c'est Mitch dans Baywatch, c'est vraiment le mec qui fait le film, pas lui tout seul, parce que vraiment le cast a été excellent, il y a vraiment des très bons acteurs, tout le monde a fait un très bon boulot. Mais vraiment, le problème c'est que Dwayne Johnson est tellement imposant. Je parle pas que de sa musculature, mais je parle vraiment de son ampleur de jeu. Il fait tellement de films excellents, il fait aussi beaucoup de ratés. Il fait tellement de films excellents qu'on connaît tellement que il cache un peu, il met un peu dans l'ombre les autres acteurs. Et Alexandra Daddario, dans ses rôles, a réussi à, malgré ce manque un petit peu de visibilité, à sortir son épingle du jeu. Et pour ça, c'est vraiment une prouesse. C'est pour ça que je trouve que c'est une actrice que j'ai eu coup de cœur, parce que vraiment elle a sorti son épingle du jeu malgré l'importance de ce personnage. C'est-à-dire qu'il y avait Zac Efron, il y avait Dwayne Johnson, donc c'était pas simple, et pourtant elle a réussi. Maintenant je vais vous parler encore d'Alexandra Daddario. Qu'est-ce qui a fait qu'elle m'a vraiment tapé dans l'œil? Alors déjà, je ne l'aurais pas autant remarqué s'il n'avait pas déjà brillé sur un film avant ça. Et ce film, je vous le cache pas, c'est Percy Jackson. Alors Percy Jackson, je vais donner ma critique, c'est un film totalement à mes yeux mauvais. Je vais pas dire nul, parce qu'il a été investi, les acteurs sont très bons. Enfin, pas tous, mais la plupart sont très bons, c'est-à-dire les principaux. Donc je pense notamment à Luke, à Grover, à Nabes, qui est joué par Alexandra Daddario, par Percy Jackson. Tous sont bons, les acteurs sont pas mauvais du tout, c'est pas comme s'il manquait, il y avait un gros problème d'acting. Le problème c'est vraiment le scénario, la réalisation. C'est-à-dire qu'on passe... C'est une adaptation en fait, une adaptation de livre en film. C'est comme pour Labyrinthe. Labyrinthe, c'est comme Harry Potter, ça a été très bien réussi. En plus que Labyrinthe, c'était, je pense, plus dur qu'Harry Potter, parce qu'il fallait apporter sa propre patte. C'est-à-dire que le film Labyrinthe ne suit pas le livre. Et ça a quand même réussi, je trouve. Mais Percy Jackson, à mes yeux, c'est un raté. C'est un gros fail. Déjà, on passe de 5 livres de Rick Riordan, qui en plus a continué sur d'autres livres nommé Héros l'Olympe. Il a fait des livres très bons et quand je les ai lus, j'ai vraiment adoré, j'étais très triste que ça se finisse. C'est-à-dire que quand la série principale de Percy Jackson s'est terminée et que j'ai vu qu'en plus il y avait une suite où ils apparaissaient, j'étais super content, un petit peu triste qu'on voit au moins les personnages, mais je vous spoil pas plus.
Mais vraiment, c'était des livres qui m'ont vraiment donné beaucoup envie de lire et qui m'ont donné goût à la mythologie. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai pas du tout aimé ce film? Bah, premièrement, c'est le fait que ça a été bâclé. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 5 livres à 2 films. Donc pour moi, c'est bâclé. Harry Potter, ils ont fait 8 films pour 7 livres. Labyrinthe, ils ont fait 3 films pour 3 livres. Mais, Labyrinthe, c'est fait en 4 livres. Mais la série principale, Labyrinthe, c'est 3 livres. Parce que l'autre, c'est un spin-off. Enfin, c'est pas un spin-off, mais en gros, c'est un livre qui a restitué le contexte, mais qui est pas encore du Labyrinthe. Donc bref, on s'égare là, c'est pas grave. Pour moi, c'est raté. Parce que 2 films pour 5 livres, c'est beaucoup trop peu. Et surtout, 2 films, c'est mauvais. Ils suivent pas le scénario et ils accélèrent beaucoup trop. Enfin, le premier film est assez similaire au départ. Malgré qu'il soit quand même à la fin un petit peu précipité. Les acteurs sont bons, comme je l'ai dit. Mais le film numéro 1 en soi-même, j'ai pas trop de choses à dire. Quand je l'ai vu, j'étais content. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt prometteur. Mais quand j'ai vu le numéro 2, je suis tombé des nues parce que le numéro 2 a tout précipité. Je vais pas vous spoiler plus parce que ce serait nul en fait. Je vais vous laisser regarder le film et vous faire votre propre avis. Mais le 2 a vraiment tout précipité et je trouve ça absolument nul. Et j'ai trouvé que Alexandra Daddario a été une des seules raisons pourquoi le film n'a pas entièrement coulé. Parce que son jeu d'acteur a vraiment ressorti le film du lot. Genre, elle portait le film sur ses épaules, quoi. Genre, sans elle et sans Logan Lerman qui jouait Percy Jackson, le film était mort. Donc voici pour mon avis sur Alexandra Daddario. À la place numéro 7 de ce classement, on trouve Eddie Redmayne. Donc je vais pas m'attarder sur lui parce que j'ai pas assez vu de ses films. Je n'ai vu qu'un seul, je vais pas vous le mentir, c'est Les Animaux Fantastiques. À mes yeux, c'était vraiment un gros risque ce film parce que c'était tenter une suite d'Harry Potter dans le passé, avant Harry Potter. Ce qui était en soi-même risqué. Et surtout, à mes yeux, c'était vraiment une moyen de faire encore plus de cash. C'est-à-dire qu'on a fait 8 films excellents qui sont très bien vendus. Et j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment une manière de se faire un peu plus de cash. Comme ce que j'ai pensé pour Star Wars, hein, je vais pas vous le mentir. Star Wars c'est ma série préférée. Et pourtant quand j'ai vu qu'il était annoncé des films, j'étais content, évidemment. Mais j'étais en mode bon, ils ont besoin de thunes peut-être. Donc, ce film s'est révélé comme étant plutôt bon. Je vais pas dire très bon, il y a quand même des imperfections dont je vais pas parler pour pas vous spoiler. Mais Eddie Redmayne qui joue le rôle de Norbert Dragono, donc Newt Commander je crois, en anglais. Et donc ce qui se passe c'est que, il joue vraiment l'acteur comme Daniel Radcliffe pour Harry Potter. Il n'y a pas eu de livre encore là-dessus, enfin sur Animaux Fantastiques, ou alors je l'ai pas vu. Enfin, pas lu, pardon, mais j'ai pas vu qu'il y avait un livre dessus. Et quand on voit le personnage, on sent qu'il est un peu lunatique, un petit peu distrait, qui cache des choses, mais qui cache des bonnes choses en fait. C'est pas comme s'il cachait des mauvaises choses. Et vraiment, j'ai trouvé que Eddie Redmayne, il avait vraiment la carrure, le jeu pour en fait. Il s'est vraiment imposé comme le meilleur Newt Dragono possible. J'ai fait un mélange de Newt Commander à Norbert Dragono, c'est pas grave. Mais il s'avérait que vraiment Eddie Redmayne s'est avéré comme acteur parfait, comme l'a été Daniel Radcliffe pour Harry Potter, pardon. Et là-dessus, je vais pas m'attarder plus longtemps parce que vraiment il était excellent. Si vous n'avez pas vu le 1 ni le 2, je vous conseille d'aller le voir vite fait. Ça vous coûte pas grand-chose. Enfin, je sais pas, j'ai vu qu'Harry Potter a été mis sur Netflix, il me semble. Donc peut-être que Les Animaux Fantastiques aussi. Je sais pas du tout, mais je vous invite vraiment, si vous pouvez, à aller le voir, parce que c'est vraiment un très bon film qui mérite le détour. À la 6ème place de ce classement, on retrouve Norman Reedus, qui joue dans la série The Walking Dead, ainsi que le seront le 5ème et le 4ème du classement. Donc alors, Norman Reedus, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Je vais pas vous citer tous ces films, ce qui en fait quand même pas mal. Je vais vraiment vous citer celui, enfin c'est pas un film, c'est la série, dans lequel il m'a vraiment marqué, c'est Walking Dead. Il est vraiment passé de tout au tout, malgré le manque, parfois de développement ou de cohérence. Walking Dead c'est une série qui dure depuis longtemps et qui va encore durer longtemps. Parce qu'ils ont prévu déjà une saison 10 je crois alors qu'on est qu'à la 9. On est à peine à la partie 2 de la 9. Ils ont prévu 3 films sur Rick. Et donc ça va durer encore pour longtemps et il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Donc que dire de Norman Reedus qui joue Daryl Dixon?
Au début, dans les premières saisons, je vais pas vous trop vous spoiler, mais c'est un personnage assez violent, assez impulsif, naïf, pas vraiment naïf, mais comment dire, un peu avec un comportement animal en fait, c'est-à-dire qu'il suit ses pulsions, il ne réfléchit pas trop, limite agaçant sur les bords. Mais au fur et à mesure des saisons, malgré le fait que des fois, dans certaines saisons, pardon, il était trop peu développé, comme dans la saison 8 par exemple, où il a été absolument trop peu existant je trouve, mais il a réussi quand même à se développer, à devenir un personnage très sage, très écouté, très apprécié par contre, parce que c'est un des personnages, enfin des acteurs pardon, qui porte le plus la série, parce que la série a battu l'aile pendant un certain moment, et là elle se remet un petit peu mieux, et c'est un de ces acteurs qui a réussi à porter la série lui-même, avec les autres, donc je vais vous citer juste après. Il est passé d'un personnage très impulsif, très jeune, à un personnage un peu plus âgé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature, et surtout d'une importance capitale, donc c'est pour ça que cet acteur m'a vraiment fait un coup de cœur, parce que pour jouer Daryl, qui est un personnage un peu solitaire, un peu, comment dire, un peu nomade, il aime pas se poser, il aime bien bouger, bah vraiment je trouve que Norman Reedus a fait un travail excellent. À la 5ème place de ce classement, nous avons Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, que dire? C'est un acteur excellent, très connu, très apprécié des fans. Toujours dans The Walking Dead. Que dire de lui? Il est comme Norman Reedus, un des 3 acteurs, enfin un peu plus d'acteurs quand même, mais un des principaux acteurs qui a tenu la série en vie pendant qu'il battait de l'aile totalement. Pendant plusieurs saisons, ça a été le grand méchant loup. On le pensait un peu fou, notamment parce que son arrivée est très remarquée, je vous dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Pour ceux qui ont abandonné ou pas encore vu la série, je vous invite à aller la voir, elle est très longue, il y a des passages à supprimer, on va pas se cacher, mais dans l'ensemble elle est très bien, et moi personnellement c'est ma première série que je suis vraiment, enfin première série autre que animée. Donc franchement je vous invite à aller la voir. Donc, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, qu'est-ce que je raconte, je suis encore à Daryl, qui joue Negan. Negan qui est le grand méchant pendant plusieurs saisons, pendant plusieurs épisodes, qui est le leader d'un groupe, qui nous apparaît un petit peu comme le fou, le sociopathe, parce qu'il a une batte de baseball avec du barbelé autour, qu'il a prénommé Lucille. Donc il nous apparaît un peu comme fou, parce qu'il se balade toujours en sifflotant, ses actes sont très... Enfin, les actes qu'il fait prennent vraiment à peu près tout le monde, y compris le public, à contre-pied. Ce qui en fait un personnage très intéressant et très agréable à regarder. Il nous apparaît un peu fou, mais on apprend au fur et à mesure qu'en fait c'est pas un si mauvais personnage, qu'il a un grand cœur au fond et qu'il a des intentions pas trop mauvaises. Un peu comme Thanos dans Avengers, Thanos pense faire le bien. Pareil pour Negan, Negan espère faire le bien. Donc là-dessus c'est vraiment un grand chapeau parce qu'en plus cet acteur transpire le charisme. Il a vraiment monté Negan à un niveau oufissime. Je sais pas ce que c'est ce petit point. Ok, cliquez pour chercher dans cette image, c'est pas grave. On va dire que vous avez rien vu. Donc ouais, cet acteur a vraiment tout tenu, il a vraiment interprété Negan à la perfection. Et j'ai rien à dire là-dessus parce qu'il m'a vraiment bluffé. À la 4ème place de ce classement, nous avons Andrew Lincoln. Alors Andrew Lincoln, encore une fois, c'est The Walking Dead. C'est l'interprète de... Enfin c'est l'interprète de Rick Grimes. Rick qui est le personnage principal de la série pendant un long moment. Je vous dirai pas plus parce que sinon c'est spoil. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que, comment dire, dans les premières saisons il était très balbutiant. C'est-à-dire que le personnage déjà, il me semble avoir entendu parler de problèmes d'accent parce qu'il me semble qu'Andrew Lincoln est britannique. Donc son accent il devait le travailler pour essayer de faire le plus possible américain. Et au fur et à mesure des saisons, parce qu'il y a 10 saisons de Walking Dead, il s'est vraiment bonifié, il a vraiment bonifié son jeu d'acteur, il est devenu de mieux en mieux. Si bien que dans les saisons, à partir de la saison 6 on va dire, lui, Norman Reedus, puis après Jeffrey Dean Morgan, pardon, ils ont vraiment porté la série à eux trois avec quelques autres acteurs mais un peu moins fort pour eux. Alors Andrew Lincoln, ça a vraiment été une énorme révélation. Au début je le trouvais très sympathique, et c'est un peu comme pour Daryl Dixon, donc c'est-à-dire Norman Reedus. Au début il avait son propre caractère, puis au fur et à mesure de la série, ce qui est bien c'est qu'on l'a vu se forger, on l'a vu changer au fur et à mesure de la série. Encore plus que pour Daryl. Daryl on l'a un peu moins vu, c'était un peu plus discret,
puis d'un coup c'est venu, puis après c'est un peu stagné. Mais Rick, lui, on l'a vraiment vu changer, on l'a vu évoluer. Il est vraiment un jeu d'acteur qui s'est... À la fin, c'était vraiment le maestro, quoi. Genre, il nous donnait un jeu d'acteur excellent. Il nous donnait un Rick incroyable. Il avait un charisme monumental. C'était vraiment un des rares acteurs qui pouvait tenir tête à Negan en termes de charisme. Et donc, pour là-dessus, on peut dire qu'un grand bravo à Andrew Lincoln qui revient de loin. À cause de ses soucis de début de saison. Enfin, de début de série. Et comment dire... Vraiment, Rick a été un acteur qui a le plus tenu la série et qui va encore nous tenir en haleine parce qu'il y a 3 films, rien que sur lui, qui sont annoncés par AMC, pardon. Donc la maison qui s'occupe de Walking Dead, de diffuser surtout, pardon. Peut-être que je fais des erreurs là-dessus, reprenez-moi en commentaire si vous voulez. J'ai pas vraiment fait gaffe là-dessus. Je m'intéresse vraiment aux acteurs qui m'ont fait un coup de cœur plutôt que à leur maison d'édition ou quoi. Donc oui, Andrew Lincoln a vraiment un monument de Rick. Fou là, je suis fatigué, désolé. Un monument de Walking Dead qui a vraiment tout remonté et relancé la série. À la 3ème place de ce classement, on a une nouvelle femme. Alors Kaya Scodelario, je crois que ça se dit comme ça, oui c'est ça je crois. Donc Kaya Scodelario qui a été une énorme révélation, qui vient aussi de Labyrinthe et qui a aussi tourné dans Pirates des Caraïbes 5 aux côtés de Johnny Depp et un petit peu d'Orlando Bloom et Keira Knightley, mais eux ils ont été secondaires. Alors que dire, elle a vraiment déployé un panel incroyable, c'est à dire qu'au sortir de Labyrinthe, je suis un peu resté sur ma faim parce que c'était une actrice qui a beaucoup de potentiel et qui malheureusement s'est cantonnée à un style de personnage un petit peu trop léger en fait, c'est à dire que pendant toute la série des films Labyrinthe, c'était un petit peu trop pareil, elle n'a pas eu vraiment d'évolution dans le personnage. Mentalement il y a eu une évolution, mais son jeu d'acteur était toujours le même en fait. Parce qu'on lui demandait pas de sortir un petit peu de ses frontières. Là où pour Dylan O'Brien précédemment, il y a eu tout eu, il y a eu la peur, il y a eu le courage, il y a eu le leadership, la fuite et tout ça. Et la tristesse aussi, mais je vais pas vous dire pourquoi ça serait du spoil. Là pour Kaya Scodelario, donc qui jouait Teresa, ça a été différent parce qu'elle a vraiment joué un petit peu que la même. C'est-à-dire une fille un peu qui semble un peu paumée, mais qui au fond c'était beaucoup de choses et très intelligente, et qui a un mental, comment dire, très forgé, et qui a ses propres opinions et qui veut au bout. Et donc pour ça a été une bonne révélation, parce qu'il a vraiment marqué là-dedans, parce que c'était la seule fille du casting pour le premier film, et pour le second et le troisième il y avait une deuxième fille, mais elle était moins importante, parce que dans le deuxième elle était un peu plus importante que Kaya Scodelario, mais dans le troisième on l'a moins vue. Elle a vraiment, pour un casting quasiment masculin entièrement, imposé son jeu, imposé sa marque. Donc pour ça, on peut que la féliciter. Et en plus, elle a joué dans Pirates des Caraïbes, comme je l'ai dit précédemment. Mais alors ça, c'était une révélation de ouf, parce que ça sortait enfin de ses personnages. Quand j'ai vu, comment dire, j'ai voulu juste vous citer la première scène dans Pirates des Caraïbes où on la voit, c'est dans le film numéro 5. On voit qu'un gros plan sur ses yeux, encore plus gros plan que ce que je vous ai fait là au montage. Et on entend parler, et je vous jure, quand je l'ai entendu parler, je l'ai vu après Labyrinthe, et j'ai fait, ok, alors, elle ressemble vite fait à Megan Fox, mais c'est pas elle. Et j'ai réfléchi, je suis sûr c'est Kaya Scodelario, et c'était elle. Et bordel, quel personnage elle nous sort. Parce que là, elle est vraiment sortie de son jeu d'acting habituel, pour nous sortir vraiment une pépite, elle a vraiment ultra bien joué. Pirates des Caraïbes 5 a été vraiment transporté par ses 3 acteurs principaux, c'est-à-dire elle, l'acteur du fils de William Turner. Non, oui, si, c'est William Turner. Je ne sais plus son nom, désolé. Je pense que c'est Henry. J'en sais rien, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, le fils de Orlando Bloom et par notre Johnny Depp. Ces 3 acteurs-là ont vraiment tout porté le film et ça a été excellent. Et on a trouvé enfin Kaya Scodelario dans un rôle un peu plus différent. C'est-à-dire que là, elle avait encore son caractère ultra forgé. Mais en plus c'est dans un film où elle avait plus d'actions à faire elle-même en fait. Et ça a vraiment été très plaisant parce qu'elle nous a vraiment révélé tout son potentiel. Et pour là-dessus on peut que déjà la féliciter d'avoir un rôle dans ce film là, parce que c'est un film quand même un gros budget. Il y a dû y avoir pas mal d'actrices très très célèbres, très très douées qui ont dû vouloir ce rôle. Le fait qu'elle ait eu, c'est incroyable. Et elle n'a pas déçu, elle a vraiment livré une prestation incroyable, exemplaire, et pour ça on peut lui dire bravo, et c'est pour ça que ça a été vraiment un coup de cœur niveau cinéma.
À la deuxième place de ce classement, on retrouve Thomas Brody Sangster. Bon, je dis Thomas parce que c'est américain. Ou britannique, j'en sais rien, mais sinon j'aurais dit Thomas. Donc, Thomas Brody Sangster. J'aime bien vous perturber. Il a joué dans Game of Thrones, il a joué dans Labyrinthe, c'est dans Labyrinthe que j'ai découvert. Et, je pense, dites-moi si vous aussi vous avez vu ça dans le film Star Wars 7, la scène où Finn s'échappe du vaisseau avec l'aide de Poe Dameron, enfin l'inverse pardon, et qui vole un intercepteur. Le technicien en noir qui se retourne et qui dit qu'il y a un décollage non autorisé sur une des plateformes. Dites-moi si à vos yeux, c'est comme pour moi, il ressemble trop à Thomas Brody Sangster, parce que moi je suis quasiment persuadé que c'est lui. Genre vraiment j'ai mis la scène au ralenti des dizaines de fois, je me suis fait c'est lui. Enfin bref, on s'égare. Donc il a joué dans Labyrinthe, Game of Thrones et peut-être dans Star Wars, on ne sait pas. Parce qu'il n'est pas nommé dans les... Enfin dans la filmographie. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Dans Labyrinthe 1, il passe du personnage un peu... pas simplé, très gentil, un poil naïf, assez malin. Mais vraiment ça a été en fait l'allié de Thomas dans tout le début du film. C'était vraiment celui qui l'a mis à l'aise, qui l'a aidé à s'installer. Avec Albi et Mino évidemment, mais à moindre mesure. Et dans le film numéro 1, il s'est avéré courageux, mais par moments un peu transparent. Il était vraiment un peu en mode je suis personnage principal, mais pas tout le temps, parce que vraiment le principal c'est Thomas. Il a vraiment eu son petit jeu d'acteur du style je montre que je suis là depuis longtemps, je montre que je connais ce qui se passe, j'ai des connaissances par rapport à Thomas, donc c'est pour ça que je le complète. Mais je reste quand même une aide, un auxiliaire. Donc il est passé d'un film 1 où il était très gentil, assez calme. Il n'a pas vraiment eu de sursaut au niveau caractère. Le seul sursaut c'est pendant une petite rébellion que je ne vous dirai pas. Parce que sinon ça va vous gâcher le film si vous ne l'avez pas encore vu. Et Labyrinthe, si vous ne les avez pas vus, je vous invite fortement à aller les voir, c'est exceptionnel. Dans le film numéro 2 c'est pareil, on le voit commencer à se découvrir un autre panel d'acting où il montre un peu tout son talent. Où il montre qu'il est plus que le personnage gentil un petit peu auxiliaire. Il affirme qu'il est principal en étant un peu plus incisif, un peu plus... je sais pas comment expliquer ça, mais il était moins discret en fait. Il se montrait, il faisait voir qu'il était là, il donnait son avis. Même si au début du film on voit pas trop, mais au fur et à mesure il se révèle très important. Et enfin, le numéro 3, c'était l'apothéose pour lui. Il s'est montré comme principal, vital au film numéro 3, il a beaucoup porté lui-même. Et vraiment, il a tout mis, il a eu un jeune acteur incroyable, la colère, la tristesse, l'émotion. Il a vraiment sorti un panel qu'on n'avait pas encore bien vu chez lui, pardon. Et donc, pour ça, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et pour moi, ça justifie sa place de numéro 2. Mais, avant de passer à la première place, parce que je vous vois bande d'impatients, je vais vous faire patienter un petit peu. Alors j'ai décidé de vous mettre deux acteurs un petit peu coup de cœur aussi, mais je ne sais pas où mettre dans le classement. Et donc à défaut de les mettre à une certaine place, je les mets entre le numéro 2 et le numéro 1 pour laisser un peu de suspense. Ceux qui me connaissent bien, les abonnés, vous savez déjà qui est premier. Faites pas genre. Donc là, sous les yeux, vous avez Woody Harrelson. Alors Woody Harrelson, qui c'est? C'est un acteur qui a un très gros bagage cinématographique. Pardon, j'ai un peu bégayé sur le bagage. Il joue dans Venom, il joue dans Solo Star Wars Story. Alors j'ai pas vu ces deux films, donc je peux pas vous dire qui il joue, ni s'il y joue bien. Il joue dans Hunger Games, j'ai pas fait le rapprochement, donc je peux pas vous le dire non plus, parce que j'ai pas regardé Hunger Games depuis le temps, j'ai pas vu qui y jouait en fait, même si je pense avoir une idée. Il joue dans Bienvenue à Zombieland, où il joue, alors je vais essayer de vous lire, Talais, je pense que ça se dit comme ça, vous pouvez aller voir vous-même sur Google si vous voulez, très dur à prononcer. Alors je l'ai découvert dans ce film là et je l'ai bien aimé, il y avait un personnage un peu fantasque, dont sa quête pour la fin du monde était assez spéciale. Je vous laisserai aller voir si vous n'avez pas vu le film, ça vaut le détour. C'est pas un gros film de zombies, mais c'est très drôle quand même. Mais surtout, alors je l'ai découvert dans Insaisissable, où il joue Merritt McKinney. Désolé, je consultais ma fiche pour voir si je le prononçais bien. Donc il joue Merritt McKinney. Et alors il le joue tellement bien.
C'est-à-dire que dans Bienvenue à Zombieland, je l'ai découvert assez... C'était vraiment un personnage un peu fantasque, quoi, qui nous faisait rêver parce qu'il était drôle en voulant être sérieux. C'est-à-dire que c'était vraiment un personnage décalé. Et là, dans Insaisissable, il nous sort Merritt McKinney qui est excellent, qui est un personnage très sérieux, qui est un peu comme Mesmer, je ne sais pas du nom. Enfin, il hypnotise... Pardon, excusez-moi. Il hypnotise les gens, voilà. J'ai enfin réussi à le dire. Donc, le fait qu'il passe comme ça un personnage super déplacé, un personnage très sérieux qui hypnotise, qui est mystérieux, qui est discret mais qui est omniprésent, ça nous donne vraiment une petite touche de magie. Et le second personnage dont je vais vous parler est en rapport très très rapproché avec Woody Harrelson. Et donc, avec Merritt McKinney, on a Jesse Eisenberg. Donc, pardon, avec Woody Harrelson, on a Jesse Eisenberg. Donc, je pense que ça se dit Jesse. Ou Jess, j'en sais rien, je suis pas américain. Alors, il a joué dans Zombieland aussi, enfin, Bienvenue à Zombieland. Il a joué aussi dans Insaisissable, ce qui fait qu'il est très proche de Woody Harrelson là-dessus. J'ai découvert vraiment les deux acteurs en même temps. Il a joué dans Batman v Superman, il a joué Lex Luthor, je crois. Et je l'ai trouvé plutôt convaincant, même si le film était assez mauvais. Dans l'ensemble, il n'était pas si mauvais que ça, je trouve, le film. Il a vraiment eu des trucs intéressants. Mais je trouve que vraiment, il a très bien joué. Mais dans Insaisissable, il nous a sorti encore une gamme de personnages, enfin magiciens, encore une fois, très intéressants. Je vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, parce que Insaisissable, si vous n'avez pas vu, il y a des chances que vous n'avez pas vu. Je vous invite vraiment à aller les voir. Il y a deux films pour l'instant, je pense qu'il y en aura un troisième peut-être plus tard. Je vous invite vraiment à aller les voir, ils sont vraiment exceptionnels. Et pour moi, Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, c'est deux mentions honorables que j'ai mis dans ce classement, parce qu'elles m'ont vraiment épaté, et je pense que ça va être des coups de cœur bientôt. Donc, sur ce, on va passer au premier Bande à Passion. Et donc, en tant que premier, vous l'aurez deviné pour ceux qui connaissent Star Wars, c'est Ewan McGregor. Je vais pas vous mentir, Ewan McGregor, je connais pas grand chose de sa filmographie. Juste qu'il me semble qu'il a joué La Belle et la Bête, il a fait La Voix la Bête je crois, mais je suis pas sûr du tout. Bon, et Obi-Wan Kenobi, c'est son rôle principal, le plus gros qu'il ait fait je pense. Celui qui moi m'a fait rêver. Honnêtement, il m'a fait absolument adorer Obi-Wan Kenobi et Star Wars. Parce qu'en fait c'est tellement un grand décalage avec tout le reste. C'est-à-dire que dans l'ordre, les films 4, 5 et 6 ont été tournés et publiés avant le 1, 2 et 3. Donc 4, 5 et 6 c'est la trilogie. 1, 2, 3 c'est la prélogie, etc. Et dans la trilogie, je vais vous faire un petit peu d'histoire Star Wars. L'acteur d'Obi-Wan Kenobi, qui était, je ne sais pas son nom, désolé, ne croyait pas en ce film. Il pensait que Star Wars allait être un flop monumental, et c'était pas le seul. L'acteur de Dark Vador pensait pareil aussi. Il y croyait pas, et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait qu'il a très vite s'était tué dans le film, et qu'il a apparu qu'en hologramme de temps en temps. Mais ça contraste énormément avec Ewan McGregor, qui lui était fan monumental, parce que déjà son oncle, je pense que c'est son oncle, il a joué un des pilotes rebelles dans les films 4, 5 et 6, qui attaque l'étoile de la mort. Donc déjà de là, il y a une petite base Star Wars, qui a dû le rendre un peu fan. J'imagine que son oncle a dû lui ramener des, je sais pas, des ragots, des tournages ou quoi. Et dans la prélogie, 1, 2 et 3, on a appris dans les coulisses, c'est comme pour Dylan O'Brien. Il était très très décalé, très très détendu. Il se prenait pas trop au sérieux, il était vraiment en train de kiffer son moment. Et ce qui fait plaisir en fait, ce qui fait plaisir surtout, c'est quand un acteur kiffe le moment qu'il fait, le film qu'il fait, ça se répercute clairement sur sa prestation. Parce qu'Obi-Wan était tellement fan que pendant qu'il tournait une scène de combat au sabre laser, il était tellement fan qu'il faisait les bruits de laser à la bouche. Ce qui fait que c'était un massacre pour les monteurs, parce qu'ils devaient arriver à supprimer ce bruit-là. C'était vraiment un massacre pour eux. Et ça montre à quel point il était fan. Il était tellement fan que la personne qui s'occupait des objets du tournage lui a autorisé à garder un des sables laser. Et qu'il a annoncé déjà que s'il y avait un film sur Obi-Wan, parce qu'il y a des rumeurs qu'il y aura un film sur Obi-Wan, il serait ultra chaud pour reprendre le rôle. Et je pense clairement qu'il devrait reprendre lui parce qu'il transpire le charisme. C'est vraiment un acteur que j'adore de ouf, qui a une énorme progression. Il passe d'un padawan assez discret à très vite un maître Jedi.
puis un maître du conseil qui nous fait rêver en fait. Juste toute cette prestation nous fait rêver. Je sais que la partie sur Obi-Wan est très longue, mais c'est parce que je suis vraiment très très fan du personnage et de l'acteur. Et grâce à lui, ça nous a introduit un Obi-Wan dans les séries annexes, c'est-à-dire Star Wars The Clone Wars, un Obi-Wan monumental, parce qu'ils ont appuyé sur la touche de comédie que apporte Ewan McGregor, parce que Ewan McGregor, il arrivait dans ces films-là à apporter sa petite touche d'humour. Ça nous donne des petites scènes un peu décalées dans Star Wars The Clone Wars, où comment dire, le Obi-Wan qui est là, déjà il ressemble bien, il est très fidèle à Ewan McGregor, mais surtout, il lâche des petites piques un peu taquines, mais qui sont vraiment parfaites et qui rendent l'univers de Star Wars encore plus magique. Et si vous n'avez pas vu Star Wars The Clone Wars, je vous invite fortement à aller le voir. Vous ne trompez pas de série, c'est pas Star Wars Clone Wars, c'est Star Wars The Clone Wars. Vous le verrez, c'est celui qui niveau graphique est beaucoup plus beau que l'autre. Mais vraiment, c'est une réussite monumentale et c'est pour ça que Obi-Wan Kenobi est mon acteur préféré. Sur ce, et oui, je vais faire l'outro, toujours sur Ewan McGregor, parce que j'adore cet acteur. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été un vrai kiff pour moi de la tourner parce que c'était vraiment pareil de ce que j'aime beaucoup. Il y en aura d'autres qui vont venir comme ça. J'espère que ça vous plaît tout autant qu'à moi de les tourner. Parce que franchement, je vais en faire plusieurs. Si ce format vous plaît, je vais en faire plusieurs sur plein de trucs différents. Demandez-moi en commentaire, n'hésitez pas à me demander. Par exemple, mon top 10 des grands méchants, des super-héros, tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.